Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Pourquoi la diaspora africaine est pauvre? Pourquoi sommes-nous pauvres, nous qui vivons à l'extérieur de notre cher continent? Cette question, j'ai choisi de l'aborder avec vous ce mardi 7 mars, veille de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, pour répondre à cette question, dans mes pérégrinations, eh bien, j'ai trouvé la réponse à cette question à travers le parcours d'une femme qui a vécu en diaspora. Elle s'appelle Chimène Nana. Sa page Business et réussite explique pourquoi, comment, quand et où investir. Et elle va nous donner aujourd'hui et demain les 5 raisons pour lesquelles la diaspora africaine est pauvre. Écoutez Chimène Nana, et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. Pourquoi, d'après vous, nous sommes pauvres? Nous, de la diaspora, enfin, vous de la diaspora, parce que je ne suis plus dans la diaspora maintenant. La précision, ça vaut la peine. Pourquoi, d'après vous, la diaspora africaine est aussi pauvre? Moi, j'ai plusieurs raisons que j'ai notées, plusieurs choses qui me viennent. Donc, j'ai 5 principaux points qu'on va voir ensemble. Premier point ici pour moi, c'est au niveau, en fait, du poids de l'Afrique qu'on a laissé. Pourquoi je dis le poids de l'Afrique? Vous savez, quand vous partez en Occident, pour certains, ce sont des familles entières qui cotisent pour vous envoyer en Occident. Des familles se mobilisent et mettent tous leurs espoirs en vous. Donc, quand vous partez déjà, les familles comptent sur vous. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, ce qui fait que quand vous arrivez déjà, à peine vous commencez à gagner 1 sou, 1 euro, 1 dollar, vous avez l'obligation déjà de penser à ces derniers. Vous vous sentez redevable. Et c'est pour cela que certaines personnes se retrouvent à être asphyxiées financièrement parce que ce que ces personnes envoient tous les mois en Afrique, c'est juste énorme. Il y a certains qui envoient quasiment la moitié de leur salaire en Afrique. Même quand vous n'avez même pas encore une activité fixe et que vous êtes par exemple en mode petit job, vous avez à peine de quoi déjà vous nourrir, payer vos transports, régler votre logement, que vous avez déjà des centaines de sollicitations. J'exagère un peu à soi ici. Mais vous êtes déjà sollicité à outrance au pays. Avec toutes ces sollicitations-là, comment vous faites pour vous en sortir? Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et ils sont nombreux qui ont ce poids-là, ce poids familial-là sur leurs épaules. Ils ne peuvent pas comment je peux dire ça? Ils n'ont pas le temps, en fait, de se réaliser, de se construire, si c'est leur objectif. Ils n'ont pas le temps d'épargner, le temps de se mettre eux-mêmes en sécurité. Et ils se retrouvent déjà contraints de gérer les problèmes des gens qui sont restés en Afrique. C'est compliqué. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là? Qui ici n'a jamais envoyé un Western Union lorsqu'il était en Occident ou lorsqu'il est en Occident? Qui n'a jamais fait un Western Union? Quel que soit le destinataire, que ce soit un parent, que ce soit un frère, une sœur, une amie. Quand je dis Western Union, ici, j'entends tout ce qui est transfert de crédit. Hein. Ça peut être MoneyGram, ça peut être RIA, enfin, tout ce que vous connaissez. Qui ici n'a jamais fait un envoi d'argent au pays, étant dans la diaspora? Ah là 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 là. Tu as à peine le temps de bosser qu'on te soumet déjà tous les problèmes de la famille. Tu vois ton téléphone sonne, on te dit que l'enfant est malade, il est mourant. C'est-à-dire que si tu ne fais pas le MoneyGram, l'enfant meurt le lendemain. Quand tu finis de gérer ça, tu te dis quand même que ouais, c'est quand même chaud, un enfant qui est malade, qui est mourant, c'est compliqué. Tu cèdes.
Tu te prives même souvent, tu dis, voilà, c'est priorité à la vie, ça n'a pas de prix. Le lendemain, ce n'est plus l'enfant qui est malade. Une semaine après, on te dit qu'il y a deuil au village. Il y a l'oncle du cousin, de la grande sœur, du grand frère consanguin là qui est décédé. Il faut que tu participes au deuil. Tu dois envoyer ta contribution. Un mois après, une semaine, 2 semaines plus tard, c'est maintenant qu'il y a un mariage ou il y a une naissance. Il faut contribuer. On va même te dire que l'enfant porte ton prénom, l'enfant porte ton nom. Ah là 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 là, ils sont créatifs, ils sont trop forts. On te dit déjà, tu as un bombo ici, hein. Tu as déjà un bombo qui est ici. Un bombo ici, c'est un homonyme. C'est-à-dire qu'une personne voilà, qui porte le même nom que toi. Et donc, tu dois déjà t'en occuper. C'est déjà pour te faire savoir que quand on va dire qu'il y a les couches de l'enfant, tu dois gérer les couches. Quand il faudra envoyer l'enfant à l'école, tu dois envoyer l'argent de la scolarité. En fait, on te prépare déjà psychologiquement pour que ce ne soit pas brutal. Le jour où on va te dire que vraiment l'enfant doit aller à l'école, il n'a pas de fourniture scolaire, que voilà, ce soit naturel pour toi, que tu envoies les sous pour gérer cela. Voilà les stratagèmes que les gars au pays utilisent. Ça me fait tellement rigoler parce que c'est un sujet, je peux passer même des heures de live là-dessus. Tellement ils sont forts. Ils sont créatifs. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Il y a Amlan qui dit il y a des gens qui envoient de l'argent en étant seulement étudiants. Il y a des gens au pays qui sont tellement nés avant la honte qu'ils demandent de l'argent à des étudiants. Mais c'est tellement vrai. J'ai été étudiante et je parle en connaissance de cause. Étudiante ou pas, il y a des sollicitations, on te fait part de certaines sollicitations, tu hallucines. Tu te dis, mais tu n'as même pas, ce que tu gagnes ne suffit même pas déjà pour toi. Et quand bien même tu voudrais même apporter un coup de main, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas raisonnable. Une fois, j'ai eu une personne qui m'a demandé de lui acheter quelque chose pour l'accompagner dans ses études. La personne avait besoin d'un ordinateur portable. Quand la personne m'a envoyé la référence de l'ordinateur, je me suis dit, Dieu du ciel, moi-même, je n'utilise pas le genre d'ordinateur là. Moi-même, l'ordinateur que j'utilise là, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Comment je fais déjà pour t'acheter le genre d'ordinateur-ci? Quand j'ai vu le prix de l'ordinateur, j'ai failli m'étouffer tellement j'étais choquée. Je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec un tel type d'ordinateur? Non, j'ai besoin pour le travail, pour faire... Comment toi, tu as besoin pour 2 textes PowerPoint? Peut-être faire du Word, 2, 3 choses. Tu ne fais pas du graphisme, tu ne fais pas des montages vidéo, tu ne fais rien de tout cela, mais tu demandes des ordinateurs qui coûtent tes yeux de la tête. C'est des choses impressionnantes. Imaginez-vous, vous ne travaillez même pas encore et on vous fait déjà de telles sollicitations. Combien de fois lorsque vous allez travailler? C'est impressionnant. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes dans la diaspora n'ont pas le temps de s'accomplir, n'ont pas le temps de travailler sur leur projet, n'ont pas le temps de vivre un peu leur vie parce qu'ils ont laissé la famille en Afrique, parce qu'ils doivent s'occuper de cette famille-là. Je ne vous dis pas ici que vous ne devez plus vous occuper de vos familles. Non, non, du tout. Je dis seulement que avant de donner, je dis seulement qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas être là, tu galères. C'est toi qui ne vis pas bien au quotidien. Tu as du mal à régler tes échéances loyers. Tu as du mal à gérer ton assurance. Mais, c'est toi qui dois régler les factures au pays. La bonne charité commence par soi-même. Sur ce point-là, je suis intransigeante. À moins que ce ne soit un cas de vie ou de mort. Et encore, à vérifier parce que certains sont capables de tuer leurs proches 10 fois pour que vous leur fassiez un Western Union. Et je parle de cas de personnes autour de moi qui ont vécu ça. Comment vous pouvez en arriver là à rendre des personnes décédées, à rendre d'autres personnes malades, simplement parce que vous avez besoin d'argent? C'est un niveau terrible. Je pense vraiment que la bonne charité commence par soi-même. Il faut prendre le temps d'être déjà posé soi-même financièrement. Prendre le temps
de mettre sa vie sur les rails, d'accomplir déjà pour soi-même. Il faut être reconnaissant. Des personnes qui se sont mobilisées pour vous, vous devez être reconnaissant. Mais être reconnaissant ne veut pas dire qu'on s'oublie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à soi, on s'oublie, on pense uniquement au bien-être de l'autre. Non, non. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à traverser si vous-même, vous n'avez pas encore traversé. C'est le meilleur moyen que vous finissiez noyés tous les deux. Vous allez vous retrouver là en galère, lui-même il sera en galère, il n'y aura plus personne pour vous tirer la main. Il faut prendre le temps de prioriser. Et prioriser ici, c'est d'abord penser à nous-mêmes. Pensez d'abord à nous-mêmes. Que vous soyez de la diaspora ou pas. Parce que c'est un cas également qui est présent ici. Lorsque tu travailles déjà au pays, tu gagnes un peu bien ta vie, tu as embauché, tout de suite, tu as toutes les sollicitations. Il faut que vous appreniez à dire non. Quand je vous dis de vous réconcilier avec le non, c'est-à-dire que sans vous justifier, vous dites non, N-O-N, au calme et vous avancez. Et vous dormez bien. Je ne vous dis pas de dire non pour dire non. Il y a des moments, voilà, il faut prévoir. Mais, les funérailles imaginaires, c'est vraiment ça, Amlan. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Moi-même, je dois avouer que j'ai demandé la PlayStation 2 à ma soeur quand elle était étudiante. Et elle me l'a offert. Ah, ta soeur est vraiment une perle, hein? J'éclame. Vraiment, c'est une soeur en or. J'ai compris le sacrifice quand c'était mon tour de gérer les demandes. Ah, ben, j'espère qu'aujourd'hui, tu ménages les gens. Aujourd'hui, tu prends la peine d'expliquer cela quand toi-même tu étais dans cette posture-là. Parce que malheureusement, lorsqu'on prend même le temps d'expliquer à certaines personnes, on te dit, ah, si tu gagnes même déjà seulement 1 000 € en tant qu'étudiant, on convertit directement tes 1 000 €, ça fait 650 000 francs CFA. Et on estime que tu es Crésus, que tu roules sur l'or. Et pourtant, 1 000 €, c'est rien du tout. Surtout si vous devez vous assumer tout seul et que vous n'attendez rien de personne ou personne ne vous soutient. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. En tout cas, un des pourquoi la diaspora est aussi fauchée, c'est parce que, voilà, elle ne se priorise pas. Elle porte l'Afrique laissée sur son dos. Il faut arrêter de prendre les problèmes des gens et d'en faire vos problèmes. Il faut d'abord gérer vos problèmes. Il faut d'abord gérer vos situations. Lorsque vous serez bien posé, vous serez libre de gérer tous les problèmes de votre famille, de vos amis. Vous serez à même de gérer cela sans que ce ne soit compliqué pour vous à la fin du mois. Il n'y a vraiment pas de mérite de dire qu'on a réussi à envoyer un Western Union et à la fin du mois, on n'arrive pas à payer son loyer. On se retrouve là avec des factures qui s'accumulent. Non, non, il n'y a pas de mérite. Je suis désolée. Il n'y a vraiment pas de mérite. Donc, apprenez à vous occuper de vos affaires. Gérez d'abord vos affaires. Quand vous aurez bien pris le temps de gérer vos affaires, vous serez à même de gérer les affaires des autres. Et gérer les affaires des autres ici, ça se fait suivant un certain ordre. Il faut avoir une stratégie. Prévoir une enveloppe dédiée aux problèmes des autres, dédiée à l'Afrique, dédiée aux personnes qu'on a laissées. C'est-à-dire, dans votre budget, vous avez une enveloppe où vous dites que, voilà, ça représente, je ne sais pas, 5% de ce que je gagne. Ou alors 200 €. Lorsque vous êtes sollicité, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes sollicité, vous piochez dans cette enveloppe-là. Lorsque cette enveloppe est épuisée, fin du game. Je vous dis bien, fin du game. Même si l'enfant est malade, même si, je ne sais pas, il y a eu naissance, même s'il y a quoi que ce soit, vous n'êtes plus là. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Preuve, lorsque vous dites que vous n'avez pas, lorsque vous dites non, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui est à l'hôpital, quelqu'un finit par payer les factures d'hôpital, quelqu'un finit par payer les médicaments. Le deuil qui est au village, là, les funérailles, là, les gens finissent par partir enterrer, faire les funérailles. Que vous ayez contribué ou pas, ils finissent par se gérer. Que vous ayez envoyé quelque chose ou pas,
Comment se fait-il? Parce que dans le fond, en fait, avec ou sans vous, ces personnes trouvent des solutions. Avant que vous ne soyez en Occident, ces personnes enterraient leur mort. Ils faisaient leurs funérailles. Avant que vous n'arriviez en Occident, lorsqu'il y avait une naissance, ces personnes s'occupaient d'acheter les couches. Quand il y avait une maladie, on se mobilisait, avec ou sans vous. Pourquoi est-ce que ça doit changer? Pourquoi perdre les bonnes habitudes? Je ne suis pas en train d'inciter les gens ici à la radinerie, à dire non pour un oui ou un non. Mais je suis en train de vous inciter à prendre conscience de la nécessité de vous prioriser, de faire de vous une priorité. Avant de gérer les problèmes du monde entier, gérez d'abord vos affaires. C'est ce que je suis en train de dire ici, pardon. Il ne faut pas sortir mes propos de leur contexte. En tout cas, ah là là. Quoi qu'il en soit, c'est le premier point. Voilà la première raison pour laquelle la diaspora est broke. Parce qu'elle s'occupe des affaires des autres et pas de ses propres affaires. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Deuxième raison ici, c'est parce que, j'ai envie de dire, parce qu'elle est discriminée de tous. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que discrimination, c'est un point qui est revenu très souvent. Et lorsqu'on vit en Occident, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, cette discrimination-là. Discriminé dans le sens où, est-ce que vous avez déjà postulé pour des emplois? Est-ce que vous avez déjà déposé vos candidatures pour un poste? Il y a des moments où vous avez l'impression que vous avez donné le meilleur de vous. C'est-à-dire que le poste, quand vous voyez la fiche de poste, c'est vous. C'est comme si on avait fait la fiche de poste là pour vous. Vous vous êtes préparé pour l'entretien. Vous avez tout donné. C'est-à-dire que vous étiez performant. Il y avait le feeling, il y avait tout. Mais, à la fin, vous n'obtenez pas le job. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Moi, je suis allée à des centaines de fois. Toutes mes candidatures cumulées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la frustration que ça peut être de postuler autant de fois et qu'on vous dise non à chaque fois. Vous vous retrouvez là à compétences égales ou même lorsque l'autre a moins de compétences que vous, il est quand même celui qu'on prend et pas vous. Et c'est comme cela qu'il y a beaucoup qui se retrouvent en chômage. Vous finissez vos études, vous galérez comme jamais pour trouver un emploi. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand vous les appelez même pour dire que ouais, j'ai mes problèmes, si ça, le gars n'a même pas la force de vous répondre. Tellement lui-même, ça ne va pas. Lui, il cherche le boulot depuis des mois. Il ne trouve pas. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Et il faut dire que lorsqu'on a des noms comme les nôtres, là, Nana, ça n'aide pas. Quand tu t'appelles Fatimata, quand tu t'appelles Mohamed, ce sont des noms qui ne nous aident pas. Par contre, quand tu t'appelles Monsieur Dupont, c'est un peu plus simple. Que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de la recherche d'un logement, à plein de niveaux, il y a cette discrimination-là. Et lorsque toi, tu veux bosser, toi, tu t'es formé, tu as fini tes études, tu as fini ta formation, tu es tout feu, tout flamme, tu veux tout donner en entreprise, tu es prêt et que personne ne te donne ta chance, c'est compliqué. Les fins de mois sont dures. Le compte en banque, tu te retrouves 50, 100 euros et encore. 100 euros, c'est pour ceux qui s'en sortent. Et encore, souvent dans ces 100 euros-là même, tu as les aides sociales qui font en sorte que ça atteigne 100 euros. Tu vois, les gars sont tellement à terre, fauchés de chez fauchés. C'est compliqué. C'est pas évident. Vraiment, tu sors tout ce que tu connais en entretien, mais à la fin, on te dit, pas de changement de statut possible. Votre histoire est trop compliquée. Et je le dis, je me souviens une fois, lors d'un entretien, mais je vous assure, les amis, ça dit que j'avais tout donné. J'avais l'impression que quand j'allais sortir de là, les jours qui allaient suivre, on allait me dire que
oui, Madame Nana, venez, voilà, on s'entend sur la rémunération. Tellement tu avais tout donné. Mais non, non, vous recevez le beau message. Je ne sais pas si vous connaissez cet email-là qui dit bonjour, un tel. Nous sommes malheureusement dans c'est quoi la phrase là? Nous sommes malheureusement dans l'incapacité enfin, nous sommes désolés parce qu'on ne peut pas vous donner le poste. Ça ne remet en rien vos compétences, votre expérience, mais simplement parce que voilà, votre profil ne correspond pas à ce que nous recherchons. Je vais y arriver. Est-ce que vous avez déjà eu ces mails-là, génériques-là, qu'on vous envoie à la fin des entretiens là? 1-2 jours après, vous avez la réponse par email. J'ai eu ces mails-là à un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire qu'à force, j'étais capable de rédiger les emails même de refus moi-même. Tellement j'en ai eu. C'est fou. Et vous avez tout donné en entretien. Une fois même, j'ai eu un entretien avec un monsieur. C'est-à-dire que ça s'est passé super bien. Le monsieur, il était formidable. Il a eu l'honnêteté de me dire que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut sur le papier, vous êtes éloquente, vous parlez bien, mais, votre accent ne va pas passer du tout auprès de la clientèle. Le monsieur me l'a dit cash, dans les yeux. Il me regardait comme ça. Il m'a dit, vous avez tout ce qu'il faut, mais votre accent. Je vous assure, j'arrivais même plus à placer un mot. Ça m'a laissé sans voix. J'ai mis quelques secondes, quelques minutes à me ressaisir après ce qu'il m'avait dit. Tellement, ça a été une douche froide pour moi. Il me dit, dans d'autres, sans cet accent-là, ça serait passé tout de suite. En d'autres termes, vous comprenez bien que ce n'était pas une affaire seulement d'accent, c'est une affaire de beaucoup plus que ça. Je ne vais pas rentrer ici dans tout ce détail-là, mais ce jour-là, quand je suis ressortie du bureau de ce monsieur, j'étais tellement pas bien que j'ai des larmes qui ont coulé. Et pourtant, il en faut pour que je me mette à pleurer comme ça. Mais j'étais tellement au bout de ma life que j'ai pleuré ce jour-là. Je me suis dit, mais comment se fait-il que le monsieur me dise que j'ai un accent à cause de mon accent? J'ai voulu ensuite dire que oui, mais ce n'est pas un problème parce que non, le gars m'a expliqué que c'était mort. Ce n'était pas possible qu'avec mon accent, qu'on puisse me recruter. Parce que voilà, le domaine, voilà, c'était une entreprise, je ne vais pas donner l'entreprise, le nom de l'entreprise ici, mais bon, bref, c'était tellement raffiné, c'est la crème de la crème, voilà, qui ne parle pas comme moi, qui est recruté là-bas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai réalisé vraiment, on dit la France, c'est un pays où voilà, il n'y a pas de discrimination, il n'y a rien, mais ce jour-là, ça a été pour moi l'ultime discrimination. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu du mal à manger. Et Dieu sait ce que j'ai mangé. J'ai eu du mal à avaler quoi que ce soit ce jour-là. Même le lendemain, j'ai mis du temps à digérer ce refus-là. C'était pour moi... Et je pense que si mon époux me suit actuellement, il doit se souvenir de cet épisode-là, qui n'a pas été facile du tout. Vraiment, c'était difficile à digérer. Et puis, bon, après, tu te dis, bah, c'est tout, c'est la vie. Et puis, on avance, on avance. En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles la diaspora est fauchée. Parce que souvent, elle cherche des boulots, elle ne trouve pas. Elle est compétente, mais ne trouve pas des boulots, ne trouve pas un emploi à la hauteur de ses compétences. Vous voyez, il y a des personnes qui ont, quand vous prenez leur CV, vous vous dites que, gars, toi, ton niveau là, ton niveau même, c'est salaire, je ne sais pas, 5 000 € par mois. Mais il est contraint de se rabaisser à prendre des boulots qui n'ont rien à voir avec son niveau de compétence. Parce que sans ça, le gars, il meurt de faim. S'il ne se ravise pas à prendre quelque chose comme ça pour commencer au moins, le gars, il finit dans la rue. Tellement il n'a rien. Tellement c'est chaud, il n'a pas de soutien. Il est obligé de prendre des postes comme ça. Le premier poste qu'on lui propose, simplement parce que ne trouvant pas un poste qui correspond réellement à ses compétences. Déjà, il faut le dire. En France, déjà, lorsque voilà, on est français souche, on est d'origine voilà, française ou plutôt européenne,
c'est déjà difficile de trouver un boulot à la fin de ses études. Je ne dis pas que c'est facile pour ces personnes-là. C'est déjà difficile. Mais lorsqu'on est en plus noir comme ça, quand on est en plus noir, c'est encore plus difficile, qu'on ne se mente pas. Si vous pensez le contraire, dites-moi dans le chat. C'est encore plus difficile. Et c'est pour cela que beaucoup trop de personnes se bradent parce que n'ayant pas le choix, parce que ayant des familles à nourrir, parce que ayant des responsabilités. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Tu deviens un peu plus fort parce que ça m'a renforcé. Après mes larmes, quand j'ai fini d'essuyer mes larmes et tout, j'étais encore plus déterminée. Et puis à la fin, j'ai trouvé quelque chose qui correspondait à ce que je souhaitais. Ça a mis du temps, mais j'ai fini par trouver. Comme quoi, souvent, soit on se brade parce qu'on n'a pas d'autre option, il faut payer les factures, il faut se nourrir. Soit on est patient, mais après, c'est vrai que être patient, il faut déjà avoir quand même un peu des bribes, des sources de revenus, parce que c'est difficile. Quand tu n'as vraiment rien, tu es tenté de prendre la première chose qu'on te propose, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, à côté, heureusement, j'avais commencé mon activité de coiffure et ça cartonnait tellement que je me suis même posé des questions. Est-ce que je devais même poursuivre avec le poste que je recherchais? Est-ce que je devais poursuivre avec cette voie-là? Est-ce qu'il ne fallait même pas que je me reconvertisse? Je m'étais posé ces questions-là. Donc, avec mes revenus liés à la coiffure, c'était plutôt déjà bien. Ça allait. Et il faut savoir également que j'étais avec monsieur. Donc, monsieur, lui, il bossait, il travaillait. Mais au-delà de ça, j'avais également mes revenus liés à la coiffure, à la vente des mèches et tout ce petit écosystème autour-là que je m'étais créé. Une raison qu'on ne mentionne pas souvent, c'est que les codes culturels ne sont pas les nôtres. Les codes dictent tout dans une société. Beaucoup peinent à comprendre, à intégrer le nouveau monde. Qu'est-ce que tu appelles nouveau monde? C'est fort ce que tu dis. Qu'est-ce que tu appelles le nouveau monde? C'est comme ça que des diplômés en comptabilité se retrouvent être des employés en restauration. Et encore, quand tu dis des employés, là, si tu voyais même souvent le type d'emploi que certains font là-bas, c'est vraiment chaud. Quand tu dis même employé, là, c'est chaud, c'est chaud. Donc, voilà pour le point 2 qui est celui de la discrimination partout. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, en fait, c'est compliqué. Les gars de la diaspora se retrouvent au bloc, ils n'ont pas de boulot, c'est compliqué à trouver un boulot. Et quand bien même on trouve un, souvent, c'est en deçà de ses compétences, en deçà de son niveau en termes de diplôme. Je ne dis pas que le diplôme fait tout ici, mais je dis souvent que, voilà, il y a des minimums, quoi. Enfin, quand tu as quand même eu, je ne sais pas, pour prendre par exemple le cas de la France où il y a beaucoup de diplômites, où les gens courent plus au diplôme, le diplôme est plus regardé que la compétence réelle. Quand tu te retrouves quand même que tu as fait un master, je ne sais pas, master 2, tu as fait un doctorat et que tu te retrouves quand même à avoir un poste où, je ne sais pas, de plongeur. Je ne dis pas que plongeur, c'est un problème. Non, j'ai également fait dans la plonge, hein, donc je ne dis pas que c'est problématique, mais je veux dire, il y a quand même un gap entre ce que tu as eu comme formation, entre toutes tes immersions en entreprise et ce que tu as à la fin en termes d'emploi, simplement parce que tu ne trouves pas quelque chose adapté à ton profil. Tu trouves, mais on ne te prend pas parce que dis que tu ne trouves pas, tu trouves, mais en face, tu n'es pas pris. Donc ça, c'était le deuxième point. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le troisième point que je me suis noté, c'est au niveau, en fait, de l'oubli de sa destination finale. Pourquoi la diaspora est broke? C'est parce qu'elle oublie sa destination finale. Ça rejoint un peu le point précédent quand je disais tantôt sur le fait qu'on se brade. Quand tu as une destination, quand tu sais où tu veux te rendre, quand tu sais ce que tu vaux, tu ne te brades pas. Il y a peut-être que tu vas prendre un peu d'expérience, tu vas commencer, mais dans ta tête, tu n'oublies pas ta destination finale. Dans ta tête, tu sais que c'est un oasis. Tu as un oasis. Tu t'abreuves, tu as soif, tu t'abreuves, mais tu n'oublies pas. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la restauration, comme pour reprendre le cas de l'exemple dans le chat, ils se retrouvent dans la restauration
Et il oublie que sa finalité, c'était d'être, par exemple, d'avoir une carrière de comptable. Il oublie que sa finalité, c'était peut-être d'être, je ne sais pas, de finir banquier, de finir médecin. Il a son diplôme en poche. Il a eu quelques expériences par-ci, par-là, par exemple des alternances, par exemple, il a eu des stages, mais il oublie ça. Il se retrouve parce qu'il doit payer ses factures, parce qu'il est contraint de gérer son train-train quotidien, il oublie sa destination. Tu as certes ce boulot-là, mais tu n'oublies pas que tu dois continuer à postuler. Si tu avais pour objectif d'ouvrir ton entreprise, tu dois garder à l'esprit cette entreprise-là. Tu dois garder à l'esprit cet idéal de vie-là qui t'a mené jusque-là. Ce n'est pas parce que tu es au désert et que tu trouves un petit oasis que tu oublies ta destination finale. Non, non et non. Ça va me permettre d'accueillir Zidane. Bonjour Zidane. Bonjour Chimène. Je sais pas Comment si tu tu vas? m'entends. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je t'entends bien. Je pense que tout le Oui. monde t'entend bien également. Ok. De Je quel vais... pays tu nous moi, appelles? moi, je vis en France, Camerounais, je vis en France. Ah, J'ai l'ingénieur en informatique. Donc, c'est pour ça que je parlais, parce que récemment, je postulais, quoi, on va dire. Donc, c'est pour ça que je connais un peu, je viens des sorties d'école, quoi. ah, c'est bien, c'est bien. Et là, tu as trouvé chaussure à ton pied? Oui, oui, justement. Et justement, c'est parce que j'ai fait des entretiens et tout, que le sujet m'a beaucoup intéressé. J'ai dit, bon, c'est mieux que je vienne un peu donner mon expérience aussi. Et aujourd'hui, en termes d'entretien, tu as eu du mal au niveau des entretiens. Tu en as passé en moyenne combien? Bon, déjà, bon, je vais commencer je parle un peu depuis les stages, hein. On va aller depuis les stages. Vu que je suis un peu là, on va dire les promotions Covid. Vu que moi, j'ai génération Covid. Du coup, quand j'étais en quatrième année d'études, je crois que c'était en 2020. Du coup, il fallait le stage de quatrième année. C'était un peu chaud parce que, bon, avec le Covid et tout, bon, j'ai mis ça sur le coup du Covid, hein. Parce qu'avec le Covid et tout, c'était pas facile de trouver. Maintenant, après, moi, j'ai fait l'alternance en dernière année. C'était quand même difficile à trouver. Et comme tu as dit tantôt, des fois, tu répondais à toutes les questions du monsieur parce que des fois, c'était des entretiens oraux, des fois, des tests techniques où tu validais toutes les questions. Mais moi, dans le cas où je fais de l'informatique, quand tu trouves, tu sais que tu as trouvé. Il n'y a pas de réponse à un truc, hein. Quand c'est bon, c'est bon. Du coup, tu avais toujours le mail, le fameux mail, malheureusement. Malheureusement. Et lorsque je cherchais le travail, j'ai postulé à pratiquement près de 30 à 40 entreprises, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais dis-toi que 30, 40, moi j'ai fait des centaines. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, pour le stage, j'ai fait des centaines. Pour le CDI, c'était plus facile parce que c'est facile. Bon, c'est l'informatique quand même aussi. Ouais, c'est vrai que l'informatique, c'est quelque chose aujourd'hui qui passe sur le marché, on va dire. C'est des métiers où tu galères, tu chômes rarement en tout cas. Oui, c'est ça. Si tu acceptes peut-être d'être payé peut-être 50, 100 euros en moins, tu chômes rarement. Il faut le dire quand même. Non, c'est ça un peu. Et par rapport aux accents dont on parlait, moi, par exemple, dans mon équipe où je travaille, euh, j'ai constaté, ils n'ont pas plus, c'est pas forcément un problème de peau. Déjà, j'ai constaté, il y a quand même du racisme, comme tu as dit. Mais des fois, c'est pas du racisme volontaire parce que des fois, comment je vais dire ça? Ils savent en fait ce qu'il y a derrière le truc. Ça veut dire qu'il y a des clients qui sont vraiment exigeants. C'est-à-dire que l'histoire d'accent, là, ils savent que ça ne va pas passer côté client. Et du coup, comme ils sont à la recherche du chiffre, parce que si en général, je ne sais pas si tu remarques, mais en général, si tu es dans le bac, ça veut dire tu es quelqu'un qui va travailler dans l'ombre, quoi, sans aller t'exposer au client. Là, tu n'auras jamais de soucis. C'est lorsque tu seras quelqu'un, comment je vais dire, quelqu'un qui sera en contact direct avec le client. Là, ils vont commencer à beaucoup filtrer. Beaucoup filtrer. Et c'est exactement ce que tu disais dans le cas où tu disais, par exemple, toi, tu parles bien, tu accentues bien. Tout à l'heure, quand j'ai dit modifier mon accent, ce n'est pas pour dire que j'ai commencé à parler les wesh, wesh, les oui, hein. Non, c'est plus, c'est plus le cas où, un peu comme toi, j'ai commencé à mieux articuler parce que tu sais, nous, les Camerounais, on parle deux fois très vite, et ils ne comprennent pas des fois. J'ai commencé à parler doucement, articuler. Mais moi, je dis à un certain niveau
de management, quand tu seras exposé à la direction ou à des clients, je pense que ça va bloquer. Je pense que très souvent, on bloque les gens en termes d'évolution à cause de l'accent. Moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je pense. Ouais, c'est dur, ça. C'est vrai que moi, j'étais effectivement, c'était un boulot où j'étais au front office. Par exemple, relations clients et autres. Mais je trouve quand même que c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et dire qu'au niveau de l'évolution, ça va bloquer, c'est des réalités. Hein, c'est des réalités. C'est des réalités. Et tu vois certains en entreprise, j'ai eu des collègues, mais tellement c'est flagrant. Tu vois une collègue qui se tue à rouler, c'est-à-dire que quand elle parle, toi-même tu tends encore bien l'oreille. Pourtant, tu sais bien que hors du boulot, elle parle plutôt, c'est pas compliqué. Voilà, vous entendez un langage calme, posé, parce qu'il y avait des Africains qui étaient dans les services, les différents services où je suis passée. Tu vois, quand on est à la pause, entre nous, c'est tranquille et tout, mais il suffit déjà qu'il y ait 2, 3 autres personnes qui ne sont pas noires. Il y a cet effort-là de rouler les airs, de rouler. Tu te dis à un moment que c'est épuisant. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est épuisant. Moi j'ai toujours trouvé ça fastidieux. Non, mais en fait, comment je vais dire ça, je peux faire ça pour 10 minutes. Au-delà, c'est trop. Le naturel revient toujours au galop, comme on dit. Voilà. Exactement. Comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. C'est vraiment ça. Il y a des moments où même quand tu es en train de parler vite et autres, certaines personnes, quand elles élèvent le ton, parlent vite, l'accent revient à fond. Là, tu écoutes bien l'accent qui revient. Après, quand c'est un peu plus posé, tu prends ton temps, tu es en mode Z. Oui, tu as le temps de bien t'exercer à rouler, quoi. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Chimène Nana, le journal des diasporas africaines. Alors, je l'ai invitée dans cette émission. Je suis allé la dénicher sur sa chaîne YouTube Business et Réussite et je vous mettrai le lien justement de cette chaîne sur notre chaîne YouTube. Je vous retrouve demain. D'ores et déjà, bien, je vous souhaite, mesdames, une bonne célébration de notre journée, la journée des droits des femmes. Nos programmes se poursuivent. Restez sur l'Afrique d'une seule voix. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Pour conclure, une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. Vous écoutez le journal des diasporas africaines.